Il a fait ses études secondaires au collège Satria, obtenu son baccalauréat en 50, son diplôme de l'école à l'époque coloniale d'agriculture de Tunis en 1956. Il est ce qu'on appelle un haut commis de l'État. Il a occupé de hautes fonctions politiques et diplomatiques. Il a été membre du bureau politique du PSD, le Parti socialiste destourien, l'Hazb. Il a été ambassadeur dans les 4 coins de la planète, plusieurs fois ministre de l'Agriculture, de la Jeunesse et des Sports, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Information. Il a écrit un ouvrage, Les 3 décennies Bourguiba. J'ai nommé Tahar Belkhoja. Si Tahar Belkhoja, bienvenue à la presse. Bien heureux d'être près vous pour un journal que j'ai bien connu. Donc, bienvenue, encore une fois. Vous venez de publier un livre, L'Habib Bourguiba Zaman al-Tahaddiyat wa Tatallu'at. Et en feuilletant les premières pages, j'ai remarqué qu'elles sont consacrées aux compagnons de Bourguiba. Vous ne l'êtes pas, vous êtes de la génération post-indépendance. Absolument. Et pourquoi ce livre et dans quel cadre il entre? Est-ce un devoir de mémoire à l'égard des anciens, donc les compagnons de Bourguiba? Est-ce une volonté de transmettre aux générations futures, les jeunes Tunisiens, une partie de leur histoire? Je suis un des, comment dirais-je, si je peux dire, des survivants un peu de la génération. De ma génération d'après de l'indépendance. Mais il est certain que le devoir de mémoire s'impose, et pour tout le monde, et surtout pour les jeunes qui ont vécu bien sûr certaines périodes, pas dans leur jeunesse, mais qui ne possèdent pas exactement les tenants, les aboutissants de toute notre politique intérieure et extérieure, et ainsi de suite. De toutes les façons, comme tous les pays, il faudrait que le citoyen sache un peu connaisse son passé, qu'il n'insulte pas son passé, qu'il se réfère à son passé comme il... Et pour ce livre-là, c'est une contribution. C'est une contribution pour éclairer beaucoup de choses, pour parler un peu de notre histoire, de ce que nous avons fait, de ce que nous avons réussi, où nous avons échoué aussi. C'est tout à fait normal, mais nous avons besoin de vivre notre histoire. Nous allons parler de vous, Tahar. Vous avez occupé plusieurs fonctions. Je vais me concentrer sur celle de la sûreté et de la sécurité nationale. Donc, vous étiez directeur de la sûreté nationale? Oui, j'étais directeur de la sûreté nationale, j'avais pris toutes mes responsabilités, je les assume et j'en suis bien honoré, bien content et bien d'avoir assumé ma mission, d'avoir été à la mesure de ce que voulait le président dans ce domaine-là, ce que voulait le président, ce que le pays voulait avoir à ce moment-là. Vous savez, voilà ce qu'il en est. Je termine la question, si vous voulez bien. Et vous avez été ministre de l'Intérieur de 73 à 78. Écoutez, de par mon itinéraire, j'ai commencé la vie politique en étant président des étudiants tunisiens. D'accord. Pendant 3 ans. À l'UGED, c'est là où j'ai commencé. Et puis, après l'UGED, j'ai été à Paris comme chargé d'affaires pour l'affaire de Bizerte en 61. Et puis, en 1975, je suis allé en Afrique pour 5 ans comme ambassadeur. Donc, mon itinéraire ne me prédestinait pas du tout à m'occuper des affaires de sécurité et des affaires d'intérieur. C'est autre chose, c'était la diplomatie ou la politique. Le hasard a voulu qu'il y ait le 5 juin 1967. C'était la guerre des 6 jours. C'était une défaite terrible des pays arabes qui ont été agressés de cette manière-là. Et nous avons eu des émeutes à Tunis. Et nous avons eu une ville ouverte pendant toute une journée où les casseurs et les dilapideurs sont exercés à fond pour tout casser à la vue issue de la police, de la petite police qui existait, qui était rudimentaire, ou bien de l'armée qui était là pour regarder, qui ne pouvait rien faire.
Et c'était d'ailleurs très bien qu'il ne soit pas intervenu, parce qu'on aurait été à des massacres. Alors, les casseurs Vous avez laissé faire. Pardon. Et c'est comme ça que le président m'avait appelé en me disant quelle économie, quelle politique pouvons-nous faire avec dans un désordre pareil, qui est un trou où tout se passe. Et il a demandé à ce que je m'en occupe. Quand je lui ai dit que ce n'est pas de mon ressort et de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, il m'a dit je suis avec vous, allez-y. Et il m'a donné toute la responsabilité de la sécurité, aussi bien de la garde nationale que de la police pour la première fois. C'était la première fois et la dernière fois. Alors voilà, le pays était en transe. Notre police, nous n'avons jamais conçu un affrontement pareil et un problème sécuritaire pareil. Il fallait quand même avoir les moyens. Merci pour ce développement. Sitar, j'aimerais quand même ajouter, on dépasse cette période, vous avez été ministre de l'Intérieur, à une époque où les opposants n'étaient pas bien vus. Oui, alors... Parlez-moi des opposants, de perspectives. Je vous parle des opposants et tout ça. Non, c'est très clair là-dessus, je l'ai dit. Nous avons d'abord, pour cette histoire nous avons eu une affaire avec beaucoup de monde, notamment, d'abord avec des étudiants qui sont des perspectivistes, qui avaient des perspectives. Et là, alors, avec les perspectives, nous avons eu une diatribe terrible entre Ben Salah et les perspectivistes, bien avant. Parce que les perspectives qui ont fait dissension de l'UGEN parce qu'ils n'avaient pas leur place et tout ce qui s'ensuit, et qui étaient pris sur des gens honnêtes, des gens militants, des gens très bien, des gens qui aimaient instituer la démocratie, tout ce qui s'ensuit, mais qui étaient contre le socialisme à la Massala, qui pour eux n'est pas assez bon. Ils ont traité Massala de tous les noms, et Massala leur a répondu dans des discours publics en disant que ce sont des gens qui ne comprennent rien à tout et qu'ils sont à l'étranger, tous les là. Alors ça a créé un problème. Et puis alors... Une tension dans le pays. Une tension, et puis alors on a demandé, moi j'étais simplement directeur de la sûreté, à ce moment-là, je n'étais pas de politique ou ministre de l'Intérieur. À ce moment-là, au bureau politique, on demandait est-ce que la loi s'exerce et que la paix se rétablisse. Est-ce que vous considérez, avec le recul, que vous étiez la main de fer d'un régime autoritaire? Non, ce n'est pas la main de fer. Il fallait à ce moment-là, c'est très simple. Le système sécuritaire était gangréné complètement. Avec la bombe, outre la bombe, j'ai été obligé, par exemple, pour renforcer le système sécuritaire ainsi, de faire prendre un décret, une loi, instaurant la retraite à 55 ans. Pourquoi? Parce que j'ai hérité d'une police et d'une garde nationale qui étaient truffées déjà des faits de la garde nationale ou des résistants, et ainsi de suite, et de la police du temps des Français. Il fallait élaguer. Et nous avons, avec ce retraite de 100 ans, beaucoup sont partis, et j'ai eu ça, on me le dit, on me le répète, j'ai eu à ce moment-là à recruter, à appeler des licenciés, des jeunes éléments, alors qu'avant c'était des ignares qui étaient dans la police n'importe où. Ce qui ne les a pas empêchés de torturer, vous savez, vous connaissez le livre de Mohamed Echarfi. Justement, ça m'a permis de me débarrasser de ce monde-là. J'ai mis à la retraite les principaux grands tortionnaires. Pas tortionnaires, non, les grands chefs de la politique. La torsion, parce qu'on ne me disait pas ce qui s'est passé, on ne savait pas. C'est un domaine très difficile. Et moi, d'après ce que je vois maintenant avec les différents changements qu'on peut aller, avec la police judiciaire et tout ce qui s'ensuit, c'est très grave. Donc vous considérez que vous avez bien fait votre métier, il n'y a pas de regret, il n'y a pas eu de dépassement, il n'y a pas eu de torture. C'est possible qu'il y en a eu. C'est possible, ce sont des dépassements individuels. Individuels qu'on ne connaît pas. Et que n'ont pas, parce qu'on ne le dit pas. Parce qu'il y a des excités. Ce sont des gens qui sont soi-disant des grands militants, qui ont amené l'indépendance, des faits de la gare, des grands policiers, tout ce qui font ce qu'ils veulent. Mais on ne le dit pas. Mais dans la mesure où il fallait nettoyer des écuries de gens. On a nettoyé avec tout ce monde-là qui est parti. Maintenant, ce sont des licenciés, des gens qui ont été en France et eux, qui ont pris les commandes de la sécurité, qui sont tout à fait autre chose. Donc, c'est la conjoncture à ce moment-là, vous ne pouvez pas raisonner comme maintenant. La conjoncture maintenant est tout à fait autre chose. Nous étions à ce moment-là dans des situations très difficiles. Il fallait s'en sortir avec le minimum de dégâts.
Le minimum d'élégance. Mais il fallait s'en sortir. On laissera des pluies. On a laissé des pluies. Mais il fallait s'en sortir des dégâts. De façon. L'essentiel, c'est de faire un corps moderne, comme tous les grands pays, avec des organes indépendants pour les renseignements, pour à l'échelle de la FBI, à l'échelle du CIA, à l'échelle ainsi de suite. Loin de tout. D'ailleurs, là aussi, c'est un grand problème, parce que le ministère de l'Intérieur est à l'image de l'organisation française, qui est une organisation napoléonienne centralisateur. Ce n'est pas la même organisation sécuritaire qu'en Amérique, où il y a des organes indépendants, comme la CIA, comme la FBI, comme en Angleterre, où il y a le Scotland Yard, comme dans les pays d'Europe du Nord, et ainsi de suite. Il faudrait faire comme les bons pays. Quelles que soient les causes, comme les grands pays qui ont réussi à avoir des organes quand même bien, ça connaisse leur mission. On va parler de l'actualité d'aujourd'hui, elle s'impose. Vous savez que depuis des semaines, on essaie de former un gouvernement sans succès. D'après vous, vous qui avez exercé pendant très longtemps, vous avez été à la tête de plusieurs institutions et départements, qu'est-ce qui manque aux politiques d'aujourd'hui? Est-ce que c'est... Les gens de politique. Je termine. Est-ce que c'est le savoir-faire, l'expérience, le sens de l'État, l'incapacité de prioriser, de se concentrer sur l'essentiel? Qu'est-ce qui manque? Pourquoi à chaque étape on s'arrête et on met beaucoup trop longtemps pour, par exemple, former un gouvernement et laisser un pays à la dérive avec un gouvernement qui gère les affaires courantes, donc sortant, et un autre gouvernement qui n'est pas encore installé et qui même se cherche encore? Écoutez, tout ça c'est une résultante. C'est la résultante d'une constitution qui est faite pour un pays pour qu'il ne soit pas gouverné, ingouvernable. C'est clair. Nous l'avons bien acclamé, cette constitution, par rapport à ce qu'on était, c'était très bien, et ainsi de suite. Mais maintenant, à l'exercice et à l'épreuve, il s'avère que cette constitution n'est pas adaptée du tout, ni à notre pays, ni à d'autres pays. D'ailleurs, pourquoi? Vous imaginez que... Vous appelez à une révision de la Constitution? À une révision de la Constitution, mais à tête reposée. On fasse une commission de juristes. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait par exemple Sisi. Il a amené une vingtaine de juristes qui ont constitué une commission, puis après on est passé à... Je ne sais pas si c'est un bon exemple. Hein, c'est pas le bon exemple, non, mais de toute façon, pour nous avons besoin d'une constitution. Nous avons besoin d'une constitution qui puisse répondre à la conjoncture et puis à la relation du pays, tout ce qui s'ensuit. Nous ne pouvons pas avoir un gouvernement qui ne dépend du Parlement, un système semi-parlementaire ou parlementaire. La preuve que la configuration du Parlement actuel et le Parlement de 2014 ne permettait pas de gouverner. Et nous avons mis 6 mois, 8 mois. C'est à cause de la fragmentation de l'Assemblée. Quand on a une constitution qui est semi-parlementaire et lequel semi-parlementarisme ou parlementarisme n'est plus de mise actuellement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de régime parlementaire, à part l'Italie, vous savez un peu ce qui se passe, mais ce n'est pas un régime parlementaire. Voilà, à part l'Allemagne, quand même, c'est tout à fait autre chose. Mais il y a bien sûr une crainte de présidentialisme. Absolument, un régime présidentiel, donc il y a une dérive. Il peut y avoir un régime semi-présidentiel où quand même on ne peut pas se permettre, par exemple, d'avoir un chef de gouvernement qui compte son président de la République. C'est ce que nous avons vécu. C'est ce que nous avons vécu. Ce n'est pas possible. Comment voulez-vous que la population puisse avoir confiance en un gouvernement ou un système quand les deux pôles sont les deux chefs de l'exécutif et deux pôles exécutifs, au lieu de laver même leur salle chez eux, dans le bureau, ils mettent l'opinion publique à témoin et oui, et donc même pour essayer de dépasser cette crise, on réunit les chefs de parti mais sous les projecteurs, au lieu de faire ça avec doigté, humilité et dans la discrétion. Est-ce que vous imaginez qu'un pays puisse avoir 220 partis? Qu'il n'y ait pas une loi qui règle les partis? Lesquels partis sont illégaux maintenant parce que pour la plupart, leurs finances n'ont pas été contrôlées.
9 ans après, une révolution démocratique, mais qui en est encore à ses premiers balbutiements, la révolution du 17 décembre, 14 janvier, le jour où les Tunisiens, bravant la peur, sont descendus à l'avenue Habib Bourguiba pour l'envahir et dire dégage et dire stop. 9 ans après, Sita Belkhouja, quel est votre bilan? Écoutez, le bilan est relativement acceptable, mais qui ne peut pas durer, qui ne peut plus durer un jour ou un mois ou 6 mois. Le peuple en a assez. Nous ne pouvons pas gérer un petit peu ce monde-là avec les moyens que nous avons utilisés jusqu'à maintenant. Il faudrait en finir et permettre à la population de redonner confiance aux dirigeants. Ce n'est pas le cas. La population n'a plus confiance en qui que ce soit, ni dans les partis, ni dans les politiciens, ni dans les structures. Et comment donner de confiance quand les responsables finiront avec leur histoire partisane et leur querelle partisane et avec les individus de tel ministre, de tel gouvernement, de tel autre et répondent aux préoccupations du pays. Lesquelles préoccupations sont vivrières, sont vitales. Les gens, maintenant, la pauvreté est en train de s'installer de plus en plus. Les gens n'ont plus le moyen de vivre et de survivre. La politique, c'est des résultats. Oui. Donnez-moi des chiffres pour lesquels vous allez aboutir pour le chômage, pour la dette publique, pour les finances publiques, il y a tout ce qui sont. Et avoir le courage de l'audace, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Nous avons un grand problème de déficit budgétaire qui est de 2 chiffres, alors que la norme est de 3% dans les pays sous-développés. Deuxièmement, au point de vue déficit budgétaire, autre déficit budgétaire, nous avons un déficit commercial terrible, avec notamment la Chine et la Turquie, par exemple. Le Maroc, dernièrement, a décidé de rompre, de changer et de rompre un petit peu cet accord avec la Turquie, de changer. Nous ne pouvons pas, nous sommes en train de vivre au-dessus des moyens. Nous n'avons pas les possibilités. Il s'agit de dire la vérité à la population. Et même si les décisions sont douloureuses. Vous voyez un petit peu ce qui se passe chez nous. Tous les jours, nous avons des caches d'armes que nous trouvons. Tous les jours, les terroristes, tout ça, ainsi de suite. Et nous savons que ces gens-là attendent l'occasion propice pour faire. C'est honteux d'abord que la Tunisie soit arrivée à ce niveau, au Parlement, à ce niveau pour un gouvernement qui ne peut pas se faire 2, 3 mois, 4 mois. La situation est très inquiétante. La situation est très inquiétante, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique, que sur le plan régional, que sur le plan sécuritaire. Partout, nous sommes sur des braises, je vous dis. Nous sommes sur un volcan. Merci Sita Belkhouja. Merci infiniment. هذا آخر لقاء يجمعني بكم. هذا آخر لقاء يجمعني بكم في 2019. وباش نختموا اخترت أبيات شعر للكاتب والشاعر المصري مصطفى صادق الرافعي. يقول مطلع القصيدة: بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي، ولا خير في من لا يحب بلاده، ولا في حليف الحب إن لم يتيم. بالأبيات هذه اللي فيها ما فيها من معاني نضم صوتي لكل عاملين في جريدة لابخيس ونقولكم إن شاء الله كل عام والتوانسة حيين بخير.